RTL Matin. Tous vos appels à Philippe Corbet au 3210. Alors vous avez certainement entendu dans l'actualité de ces derniers jours cette histoire qui concerne Michelin. Des policiers enquêtent pour savoir s'il y a eu ou pas une fraude à la Sécu. Les accidents du travail sont-ils systématiquement cachés pour éviter de payer des cotisations, comme l'affirment certains salariés? L'entreprise demande-t-elle à ses employés accidentés de rester chez eux tout en étant payés? Michelin conteste fermement ces accusations, mais on va en parler ensemble. Et finalement, cette histoire pose une question plus large. Est-ce que certaines entreprises profitent en ce moment peut-être de la crise pour prendre leurs aises avec la législation, notamment le Code du travail? Bonjour Sylvain Niel. Bonjour. Vous êtes avocat chez Fidal, vous êtes président du cercle des TRH. Est-ce que les entreprises aujourd'hui multiplient les abus comme ça, récemment? Je ne peux pas vous dire non, c'est impossible. Je pense que l'interrogation que ça pose, c'est est-ce qu'il est dans la nature des entreprises de frauder ou est-ce que c'est plus dans la nature de l'homme? Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on est en présence souvent du constat d'une fraude, c'est plus un homme seul qui est derrière cette fraude que l'organisation de l'entreprise tout entière. Est-ce que, bon, on ne va pas rester parler uniquement de cette histoire Michelin, mais tout de même, est-ce que c'est quelque chose qui existe dans d'autres entreprises? L'idée de dire, voilà, vous avez un accident du travail, vous restez chez vous, on vous paye, on ne le déclare pas en accident du travail. Moi, je l'ai observé une fois, vous voyez, en 30 ans de carrière, dans une entreprise où l'objectif était d'avoir 0 heure indemnisée au titre des accidents du travail, et c'était les salariés entre eux qui ne déclaraient pas les accidents pour conserver ce score. D'accord, c'est ça, c'est différent. Oui, c'est complètement différent. De toute façon, je reprécise, Michelin conteste tout à fait ces accusations et ce sont les syndicats qui affirment que l'entreprise cherchait ainsi à économiser des cotisations. On a en ligne Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour. On peut citer le nom de votre entreprise, c'est une grande entreprise? Oui, une grande entreprise d'électricité. EDF, on ne peut pas la citer. Voilà, vous avez constaté quelque chose d'assez similaire concernant les accidents de travail? Bien sûr, bien sûr. Dans l'entreprise, c'est une pratique qui a lieu depuis des années, depuis 15-20 ans, et c'est devenu un des critères d'évaluation des entreprises sous-traitantes. Et critères d'évaluation des cadres, justement. Comment ça? C'est-à-dire que les entreprises sous-traitantes qui ont peu d'accidents du travail sont plus intéressantes, c'est ça? Sont plus intéressantes, bien sûr, bien sûr. Tout est fait pour les pousser à ne pas déclarer ces accidents. Et quand on dit que ça vient de la part des salariés, non, pas du tout, absolument pas du tout. Les pressions sont faites. Moi, j'y ai été confronté. C'est quoi comme pression, par exemple? C'est quoi comme pression? Des pressions justement pour faire en sorte que les accidents ne soient pas déclarés, parce que dans votre évaluation professionnelle, c'est un des critères importants. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment développé ou que vous avez constaté de manière un peu sporadique? Non, développé. Partout, sur tous les sites nucléaires de France, sur tous les sites nucléaires. C'est très grave ce que vous affirmez. Comment? Bien sûr, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui le découvrent ce matin avec vous, et je pense d'ailleurs que EDF ne cautionne pas ces pratiques si elles existent par certains de ses employés. EDF les encourage. Non, absolument pas. EDF est parfaitement au courant. Je vous dis, c'est un critère d'évaluation des entreprises prestataires, et comme les prestataires cherchent à avoir du travail, ce qui est naturel, et non, c'est un des critères de choix. C'est un des critères de choix. Donc tout est fait pour que les gens dissimulent. Mais c'est pas aussi organisé non, ça comme Sylvain Niel. C'est pas du tout ce que vous dites, monsieur. En fait, le critère d'évaluation souvent des entreprises sous-traitantes, à travers les accidents du travail, c'est l'évaluation des moyens de prévention que met en place l'entreprise sous-traitante, et non pas la volonté de dissimuler des accidents du travail. C'est pas exactement la même chose, Michel. Dissimuler. Voilà, on met les gens en situation de devoir dissimuler justement pour être correctement évalués. C'est clair. Moi j'ai été confronté directement sur le travail, mais d'autres de mes collègues ont été directement confrontés à ce genre de pression. Ça c'est connu de la EDF et pas d'aujourd'hui. C'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir. Absolument pas, monsieur. Et je vous dis, ça fait plusieurs dizaines d'années que je suis dans l'entreprise. Donc qu'on soit honnête, clair et net. Donc on ne nie pas qu'à la base, il y a quand même une évaluation de la politique de prévention. Bien sûr, c'est un peu différent. Merci en tout cas Michel de nous avoir appelé du Nord. On a en ligne Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Philippe. Alors vous, c'est tout à fait différent. Ça concerne la fiche de paye. La différence entre ce qu'on touche et ce qui est affiché sur la fiche de paye.
Oui, tout à fait. Donc moi, je suis courtier. Donc, c'est connu depuis de nombreuses années. Les courtiers qui travaillent pour des artisans, comme on dit, on touche. Qu'est-ce que vous, exactement, courtier, c'est-à-dire vous faites quoi concrètement? Non, coursier. Coursier. Oui, voilà. Donc, en gros, je touchais un chèque de 2800 € par mois et la fiche de paye était de 600 €. Et donc, en gros, par mois, je faisais 180 heures, d'accord? Et déclaré sur la fiche de paye 50 heures. Ok? Mais c'est parce que vous acceptiez aussi de travailler au noir? Le problème, on accepte le problème, c'est tout simplement, c'est que quand on va chez l'employeur et qu'on dit on veut un salaire comme ça, l'employeur nous dit tout simplement, monsieur, je suis désolé, mais je peux pas vous payer sur un salaire de base comme ça. Par contre, si vous voulez un salaire comme ça, je peux vous le faire sur une base de 50 heures par mois uniquement, mais pas sur je peux pas vous déclarer 180 heures, c'est pas possible. Voilà. Daniel. Oui, là c'est anormal. Si vous voulez, l'employeur est tenu de payer toutes les heures de travail qu'il vous réclame. Et à défaut, je peux vous dire que c'est un délit, puisque c'est du travail dissimulé que de ne pas payer les heures travaillées de ses salariés. Quand même, Olivier, j'ai une question. Est-ce que c'est quelque chose qui existe, qui est habituel, ou ça s'accentue avec la crise? Il y a plus de pression? Non. Alors déjà dans la profession de courtier, ça existait déjà avant la crise, mais là depuis, à mon avis, depuis la crise, ça s'accentue évidemment. Mais c'est quelque chose qui est connu et les courtiers le savent très bien. Tous les courtiers qui travaillent pour un artisan, ils sont dans ce cas-là. Ils touchent, admettons, 2000 € et la fiche de paye qu'ils ont à la fin du mois, c'est une fiche de paye à 500 €. J'ai une question un peu bête. Si vous avez un accident de travail dans les heures qui ne sont pas déclarées, qu'est-ce qui se passe? Voilà la bonne question. Bon, heureusement, j'ai pas eu ce cas-là, mais voilà la bonne question à poser à l'employeur qui nous emploie. Et à mon avis, dans ce cas-là, c'est un accident du travail. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que si Olivier se casse la jambe pendant ses heures travaillées au noir, il peut aller au prud'homme après ou obtenir en tout cas une requalification. Il peut faire reconnaître d'abord que c'est un accident du travail parce qu'il travaillait pour le compte de son employeur. Je pense que lorsqu'il s'est déplacé, qu'il a eu cet accident, c'était pour déposer un pli chez un client, d'une part, et obtenir des dommages et intérêts, effectivement, pour le préjudice qui n'aurait pas été pris en compte par la sécurité sociale au titre des accidents. En tout cas, merci Olivier de nous avoir appelé du Val-de-Marne. On va prendre en ligne Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Alors vous êtes grutier dans le Gard. Racontez-nous ce qui se passe dans votre entreprise. C'est simple. Nous, à Noël, on nous a dit il n'y a pas de problème, la société va bien. Et il y a 15 jours, donc on vient de nous annoncer qu'on fermait le site de Nîmes. Et si on voulait suivre, donc c'était à nos frais pour partir sur Montpellier, quoi. Et du jour au lendemain, c'est-à-dire que vous avez combien de temps pour choisir, pour déménager? Ou pour faire la route? Demain, donc on a déjà notre premier rendez-vous avec le DRH pour nous confirmer notre licenciement. Ça fait écho à d'autres histoires qu'on traite dans l'actualité régulièrement de ces entreprises qui gagnent de l'argent et qui délocalisent à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. C'est quelque chose qui... Est-ce qu'il y a un moyen, quand on est employé, de contester comme ça, devant la justice, l'obligation de suivre, d'être muté, même à 50 km ou 100 km? De toute façon, aujourd'hui, en l'état de la jurisprudence, on ne peut pas imposer à un salarié une mobilité géographique aussi loin que ce que vous dites. Donc le salarié est en droit de refuser. Et s'il refuse, il doit bénéficier de toutes les mesures d'accompagnement applicables au licenciement économique. D'accord. Frédéric, vous allez faire quoi? Vous avez décidé? Non, puisque nous dans le levage on se connaît tous, on n'est pas. Les autres sociétés sont un peu comme nous aussi. Hein. Tout a diminué dans le bâtiment et autres. Ce qui nous fait mal, c'est que là on vient de faire rentrer cette nouvelle grue, donc on commençait à nous dire que ça allait bien, quoi. Et du jour au lendemain, si vous voulez suivre, vous allez à Montpellier à vos frais. C'est pas possible, ça. Donc, on est 20. Et c'est à combien de kilomètres, Montpellier, du site où vous travaillez? 70 kilomètres. Ouais. Allez. 70 kilomètres, allez. 400 € à nos frais pour aller travailler. Comme on a dit, c'est pas possible, quoi. Donc on nous demande de faire des efforts, faites des efforts, et tous les efforts on les a fait. Je peux vous dire que il y a 2 ans, juillet, on tournait à 300 heures par mois. Et l'entreprise fonctionne bien?
Oui. Donc, bon, on a été racheté par point de vue financier. Le racheteur, lui, c'est que des banquiers, quoi. Hein, c'est Paribas. Donc, ce qu'il regarde, c'est la fin du mois, quoi. Merci en tout cas, Frédéric, de nous avoir appelé dans le Gard. Sylvain Niel, pour conclure, est-ce que dans ce contexte économique pesant, où le chômage est important, où tout le monde a peur de perdre son travail, tout le monde connaît quelqu'un qui a perdu son travail, est-ce que finalement les entreprises jouent un petit peu sur cette faiblesse des salariés pour imposer des choses qu'elles n'oseraient pas imposer autrement? À ma connaissance, non. La véritable discussion qui est en cours actuellement, c'est le projet d'accord compétitivité-emploi, c'est-à-dire de négocier avec les organisations syndicales une réduction des coûts salariaux sans passer par les suppressions d'emplois. Mais il n'y a pas de pratique qui soit favorable, je dirais, à élargir les fraudes dans les pratiques d'entreprise à cause de la crise. Non, pas du tout. Merci en tout cas Sylvain Niel d'être venu sur RTL ce matin. Vous êtes avocat chez Fidal, président du cercle des DRH, et vous pouvez évidemment, vous auditeurs, continuer ce débat sur rtl.fr.